Bien, donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité à, parler aujourd'hui, donc devant vous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être en présentiel. Malheureusement, je suis confiné à Paris. Donc on m'a demandé de présenter, mon histoire et puis celle du collectif que je représente. Donc c'est ce que je vais faire et puis en fait, pour vous expliquer le commencement, bah, ça trouve sa source, dans un intérêt pour des faits scientifiques, et notamment toutes les questions qui concernent, le réchauffement climatique, la biodiversité, les ressources. Et les nouvelles que nous apprennent les scientifiques ne sont pas bonnes. Vous le savez bien, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais comme ce sont des données qui sont toujours un petit peu sidérantes, je vais me permettre de vous en remémorer une. Puis comme ça permet de poser le cadre de pourquoi on dit ça aujourd'hui. La cartographie que vous voyez ici, c'est le monde que je pourrais connaître à la fin de ma vie, donc d'ici la fin du siècle, si nous restons sur la trajectoire sur laquelle nous sommes en ce moment. Vous voyez toutes les zones en rouge sur la carte. Eh bien, d'ici la fin du siècle, elle pourrait être invivable. Et par invivable, j'entends létale la majeure partie de l'année à cause des conditions de chaleur et d'humidité. Ces zones concernent quelques milliards d'individus, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, ça veut dire autant de personnes qui pourraient être amenées à se déplacer d'ici la fin du siècle. Alors ça, c'est le monde qui nous est promis ou que nous risquons de connaître alors que nous entrons à peine sur le marché du travail. Le deuxième problème euh, auquel nous sommes confrontés en tant qu'étudiants, c'est justement cette question du marché du travail. Malgré les multiples appels de la communauté scientifique, on voit une absence de réaction évidente du monde économique et du monde politique. Notre système thermo-industriel est incapable de diminuer sa consommation de ressources et d'énergie. Et malgré les beaux discours, on reste collectivement sur une trajectoire qui nous mène vers un futur très dégradé. Donc c'est face à cette apathie généralisée que nous avons décidé de porter la voix de notre génération, et cette frustration qu'il y a entre les discours scientifiques et la réalité du monde économique aujourd'hui. Donc pour cela, on a écrit un texte, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, il y a maintenant 2 ans. Ce texte est à la fois un cri du cœur des étudiants et un engagement que nous prenons. Alors que nous nous approchons de notre premier emploi, nous devons refuser ce système qui détruit notre futur. Nous nous engageons ainsi à travailler pour un employeur qui placera les impératifs écologiques au cœur de sa stratégie. En signant ce manifeste, ce sont 32 000 étudiants qui se sont dit prêts à sortir de leur zone de confort pour que la société change profondément. Ces étudiants viennent de près de 500 établissements d'enseignement supérieur, notamment en France, avec des taux très importants de signature dans les grandes écoles dont il est issu. Par exemple, moi je viens de Polytechnique et il y a près de 30% de ma promotion qui a signé ce texte. Et puis on a aussi des étudiants à l'étranger. Donc par exemple, vous êtes concerné en Belgique, on a 380 étudiants qui ont signé notre texte. Alors derrière ce texte, qui exprime le point de vue d'une large partie de monde étudiant, nous avons décidé d'agir. Et notamment, en tant qu'étudiants, nous sommes à la frontière entre deux mondes, le monde de l'emploi, de l'entreprise, et le monde de l'enseignement supérieur. Donc pour la partie entreprise, depuis maintenant 2 ans, nous portons un plaidoyer vis-à-vis des décideurs. Nous avons rencontré plusieurs dirigeants de grands groupes multinationaux. Nous leur avons apporté notre regard critique sur la stratégie environnementale, expliqué pourquoi ils ne sont pas à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui. Nous sommes en train d'engager un travail avec des jeunes salariés qui essayent de faire bouger les lignes en interne. Je m'arrête là pour la partie entreprise parce qu'ici on est plus là pour parler de l'enseignement supérieur. C'est ça qui vous concerne directement. Et là aussi, il y a un vrai enjeu selon notre point de vue. Ce qu'on déplore, c'est qu'aujourd'hui, nos écoles et nos universités ne nous préparent pas à travailler dans la société du XXIe siècle. Et il y a notamment un manque très clair de formation sur les enjeux environnementaux. Le Shift Project nous disait qu'en France, début 2019, il n'y avait que 11% des formations qui abordaient les enjeux environnementaux, les enjeux climat-énergie de manière obligatoire. Alors ça, pour nous, ça pose un double problème. D'abord, on entre dans la vie professionnelle alors qu'on n'est pas préparé aux défis que nous avons rencontrés. Et on sait que le changement climatique, ça va être un des défis majeurs que toutes les entreprises vont devoir aborder. Ce qui est absurde quand on sait que l'essence même de l'enseignement, c'est de nous préparer à ces défis. Et puis ensuite, il y a un problème dans le fait qu'il n'y ait qu'une petite partie des étudiants qui soient formés à ces enjeux. C'est que la question écologique, elle concerne bien tout le monde, tous les métiers.
Et donc, les étudiants qui ne disposent pas de ces outils nécessaires pour aborder le problème ne pourront pas prendre part comme il le faudrait dans la transformation de notre système économique, de nos entreprises. Et donc, ça conduit à des situations d'inégalité. Alors, notre demande, elle est très claire, c'est que l'ensemble des étudiants soient informés des enjeux et formés pour y répondre. Donc, je vais revenir sur les 2 points en faisant une distinction entre les 2 et ensuite parler un peu plus du rôle que peut avoir l'université dans la transition écologique, parce que je pense que c'est un acteur qui doit être majeur et à la pointe de ces sujets. Donc, dans un premier temps, les étudiants doivent être informés des enjeux. Pour moi, l'information, ça renvoie à un socle commun de connaissances qui va être partagé par tout le monde, une sorte de culture générale de la transition qui permet à tous d'avoir les mêmes bases de réflexion quand on s'attaque au sujet écologique. On a besoin d'une part d'avoir un minimum de connaissances physiques, connaître les mécanismes qui sont en jeu, l'origine de la variation de la température mondiale, par exemple, dans le cadre du dérèglement climatique, l'origine de la disparition d'espèces, quels sont les ordres de grandeur qui sont en jeu. Et puis à côté de ça, il faut aussi un enseignement au moins général des mécanismes et des méthodes scientifiques qui sont employés. Aujourd'hui, le consensus scientifique sur l'origine anthropique du changement climatique, il continue d'être contesté par une partie de la population et aussi de nos décideurs. Moi, j'ai rencontré un président d'une multinationale qui critiquait le GIEC en disant qu'il fallait prendre du recul sur ce qu'il disait et qu'ils étaient catastrophistes. Aujourd'hui, ce type de considération devrait être complètement caduque si on avait un minimum de culture scientifique et des mécanismes qui étaient mis en œuvre, par exemple, dans le cas du GIEC. Je m'arrête là pour la partie information. Le plus important, c'est certainement que ces questions écologiques viennent bien dans la formation aux enjeux, la formation que nous avons. La formation, pour moi, ça renvoie à des enseignements spécifiques dans chaque cursus. À l'université, on apprend un métier, et dans ce métier, on va devoir se confronter à des questions écologiques. Et donc, il faut qu'on soit préparé à cela. La transition écologique, elle est complexe, elle nécessite des compétences techniques, et les entreprises ont besoin de gens bien formés sur la question, notamment de toute notre génération. Donc, par exemple, dans nos écoles d'ingénieurs, on doit être formé à l'éco-conception, on doit connaître les bases de comptabilité carbone, on doit être formé aux analyses de cycle de vie, etc. Dans les écoles de commerce, il faut qu'on soit formé à la finance verte, il faut qu'on ait des réflexions sur ce que c'est qu'un marketing responsable. Voilà. Ici, je vais souligner l'importance que ce n'est pas seulement avoir des séminaires en plus sur les questions environnementales. Il ne faut pas apposer 2 heures de finance verte à 60 heures de finance irresponsable. 2 heures de séminaire sur les enjeux et défis, ce n'est pas de la formation, c'est de la sensibilisation. Ce qu'on demande, c'est que les considérations écologiques soient bien intégrées au cœur des enseignements existants. Ils se diffusent dans l'ensemble des enseignements. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à apprendre à faire du marketing, de la finance, de l'économie, comme on le faisait il y a 40 ans. Ensuite, mon deuxième point, c'est que certaines formations vont devoir se transformer beaucoup plus profondément, voire disparaître. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus raisonnable d'avoir des masters qui préparent à travailler dans le pétrole et notamment à faire de l'exploration pétrolière. On n'a pas besoin d'avoir d'étudiants qui soient formés à ça. Un autre exemple qui est assez parlant, c'est l'aéronautique. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont entrés dans ces écoles, dans des écoles aéronautiques en France, parce qu'on leur promettait une belle carrière et que c'était de la belle ingénierie. Et aujourd'hui, ils connaissent des vrais dilemmes pendant leur formation, parce qu'ils se rendent compte que l'industrie pour laquelle ils s'apprêtent à travailler n'est pas compatible avec une réduction drastique des émissions de CO2, et que la trajectoire sur laquelle le secteur est n'est absolument pas la bonne. Et donc, par exemple, cet été, il y a 700 étudiants de l'aéronautique qui ont signé une tribune dans Le Monde où ils appellent à une transformation profonde de leur secteur. Et ils disent que les compétences qu'ils sont en train d'acquérir dans leurs écoles, elles doivent être aussi tournées vers d'autres secteurs, ce qui aurait plus la place dans un monde écologique, par exemple le ferroviaire ou l'efficacité énergétique. Donc, comme certaines industries, aujourd'hui, certaines formations doivent se réinventer complètement. Enfin, un dernier point sur ces questions de formation, c'est que je crois qu'il faut aborder ces enjeux de manière globale et on a besoin de pluridisciplinarité. Je pense qu'il faut déconstruire la façon dont on a organisé et construit les connaissances. Il ne faut pas séparer les sciences sociales d'un côté, avec des étudiants en sciences sociales qui n'ont jamais vu une équation, et puis les sciences naturelles, où les étudiants ne connaissent pas les fonctionnements des mouvements sociaux. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens à l'ère de l'Anthropocène, parce que les activités de nos sociétés et le fonctionnement de l'environnement sont intimement liés. Et aujourd'hui, on ne peut plus développer une technologie, par exemple,
sans avoir une réflexion sérieuse sur son impact social et environnemental. Et je crois que pour ce que je connais, c'est une volonté grandissante dans les écoles d'ingénieurs. On est de plus en plus nombreux à questionner l'utilité, la finalité des innovations technologiques sur lesquelles on est amené à travailler. Et aujourd'hui, un industriel ne peut plus venir dans nos écoles sans qu'il se fasse challenger sérieusement sur l'impact environnemental de ses produits. Pour cette question, je crois qu'il va falloir aussi que la façon dont on fait de la recherche évolue. Les différents départements vont devoir apprendre à travailler davantage ensemble. Et je crois que c'est tout à fait souhaitable. Par exemple, que les physiciens et les économistes travaillent ensemble pour produire des modèles économiques qui prennent en compte les lois de la thermodynamique et qui prennent en compte la question des ressources et de l'énergie. Je crois aussi que, par exemple, les connaissances qu'on a en sciences du vivant peuvent être appliquées dans les questions de comptabilité. Dans un troisième temps, je parle maintenant de le rôle plus large que pourrait avoir l'université. Tout d'abord, pour préparer les étudiants au monde de demain. J'ai beaucoup parlé des connaissances qu'on devait avoir. Je crois qu'il faut aussi qu'on apprenne à vivre dans un monde qui va être perturbé parce qu'on le sait, le changement climatique va nous faire connaître des situations plus dégradées avec des vagues de chaleur, des épidémies, des sécheresses, des inondations, etc. Et on a par exemple besoin à l'école d'apprendre davantage la coopération et que peut-être la logique de compétition qui existe dans certains cursus doit laisser place à autre chose avec plus de coopération. Il y a aussi parfois, quand on aborde les questions écologiques, des questionnements profonds qui arrivent chez les personnes quand on réalise la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec des remises en cause complètes de certaines convictions qu'on peut avoir. On dit parfois qu'on est une génération qui fait une crise de la quarantaine à 20 ans, et je crois que c'est le cas. Et les universités, elles ne doivent pas laisser ça de côté, elles doivent ni essayer de les éviter, mais plutôt accompagner ces phénomènes et ainsi nous permettre aussi de développer autre chose que seulement notre intelligence, mais aussi travailler avec nos émotions. Je crois que c'est aussi primordial. Et puis, il doit y avoir une cohérence. Les universités, elles doivent nous apprendre à vivre de manière sobre. Et par exemple, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable d'envoyer des étudiants, une cinquantaine d'étudiants pendant une semaine à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde en avion. Et puis, les questions écologiques, elles doivent aussi se voir sur le campus. On doit inventer le monde de demain, pas seulement par nos connaissances, mais aussi par notre façon de vivre. Et ça doit s'apprendre aussi à l'université. Et puis, un deuxième point sur ce rôle qu'a l'université, plus largement, c'est qu'elle doit produire des connaissances qui ne seront pas seulement pour ses étudiants, mais bien pour l'ensemble des décideurs économiques. Aujourd'hui, on a bien trop attendu avant de s'attaquer sérieusement aux questions écologiques. Et donc, c'est ceux qui sont aujourd'hui aux manettes qui doivent agir et qui doivent prendre des décisions très ambitieuses pour engager un changement de modèle. Et ce que j'ai pu constater quand j'ai été discuté avec des dirigeants d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'urgence écologique ne fait pas partie de leur logiciel et qu'il y a un manque flagrant de connaissances sur le sujet. Et donc, que nos décideurs doivent être formés et qu'on a besoin que l'université apporte des faits scientifiques auprès de nos décideurs économiques et politiques. Comme je le disais aussi, il y a un certain nombre de secteurs qui vont devoir décroître, au contraire, d'autres vont devoir croître. Et donc, on a besoin de formation continue pour accompagner la reconversion professionnelle. Et là aussi, les universités ont un rôle à jouer pour former l'ensemble des personnes qui vont devoir changer de voie au cours de leur carrière. Voilà, donc là, j'ai parlé un petit peu de la vision que j'avais de l'université, comment elle devait évoluer, quelles sont les revendications que nous portons avec notre collectif. Maintenant, je peux juste évoquer très rapidement qu'est-ce qui s'est passé, nous, depuis 2 ans qu'on a lancé le manifeste. Dans un premier temps, on a décidé de prendre frontalement cette question de l'enseignement supérieur dans nos écoles, de là où venaient nos signataires. Et donc, dans de nombreuses écoles en France, il y a des groupes d'étudiants qui se mobilisent, qui vont parler avec leur administration pour leur transmettre leur message. Il faut que nos cours évoluent, il faut que notre cursus prenne davantage en compte les questions écologiques. Donc, on leur a fourni des ressources, on leur donne aussi des retours d'expérience. Et par exemple, ça se passe dans mon école, je pense que c'est très intéressant, il y a des comités de pilotage qui se mettent en place pour intégrer réellement la question écologique au sein des formations et de l'école de manière générale. Et là, je crois que c'est important d'avoir des représentants des élèves qui puissent apporter leur voix et leur volonté de renouveau, des représentants des professeurs et des chercheurs, parce que c'est eux qui vont être concernés directement, de l'administration pour mettre ça dans la stratégie, et puis aussi des anciens qui se rendent compte de comment ça marche dans l'entreprise, quels sont les besoins qu'on a de formation pour aborder ces questions écologiques.
Ensuite, il y a de nombreux autres acteurs qui sont mobilisés derrière nous, qui ont entendu notre appel et qui portent aussi ce message qu'il faut qu'on soit davantage formé aux questions de transition écologique. Donc le premier point, c'est 80 dirigeants d'établissements qui ont lancé il y a un an, en septembre 2019, un appel pour former l'ensemble des étudiants aux enjeux climatiques sur l'initiative du Shift Project et qui disent avoir compris et entendu nos messages et il faut davantage se mobiliser. Suite à ça, il y a des députés, Delphine Batho, Mathieu Orphelin, qui ont lancé une proposition de loi en disant qu'il faut généraliser l'enseignement supérieur, qui ont repris nos demandes et qui ont dit qu'il fallait faire ça de manière obligatoire. Ça n'a pas été suivi, cette proposition de loi, probablement parce que le caractère obligatoire posait problème pour un certain nombre d'universités. Mais il y a des initiatives qui se sont mises en place. Déjà, il y a un collectif de 70 chercheurs qui se sont mis à travailler, et des étudiants, donc nous sommes associés à ça, et puis aussi des professionnels, qui ont travaillé sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire avoir un enseignement qui nous forme au monde de demain, comment aborder les enjeux de transition dans l'enseignement supérieur. Et donc, ils ont écrit ce manuel de la grande transition. C'est un écolieu à visée pédagogique qui s'appelle le campus de la transition, qui a écrit ce manuel, enfin qui coordonnait ces travaux. Voilà, et donc là, il vient de sortir et il peut donner beaucoup de clés sur comment on aborde ces questions de transition dans l'enseignement. Suite à la proposition de loi, il y a aussi un groupe de travail qui s'est mis en place au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui était présidé par Jean Jouzel, donc il va certainement en parler aujourd'hui aussi, et qui tente de donner aussi des billes sur concrètement comment l'université va évoluer face à ces questions d'urgence écologique. Enfin, deux autres initiatives. Une initiative qui existe depuis 2 ans maintenant, c'est la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier coopératif à visée pédagogique et qui permet de comprendre toutes les conséquences et toutes les faits scientifiques autour du changement climatique. C'est un atelier de 3 heures. Et il y a beaucoup d'écoles qui mettent ça en place pour leur rentrée. On appelle ça la rentrée climat. Et en France, là, il y a près de 100 000 étudiants qui vont être sensibilisés aux questions climatiques grâce à cet atelier. Donc ça renvoie à de l'information. Et c'est un bon début que des écoles commencent dès la rentrée à aborder ces questions-là. Enfin, un autre aspect, c'est qu'on a lancé avec le collectif, c'est d'aller questionner directement les écoles sur l'ensemble de leur stratégie, à la fois au niveau de leur gouvernance, de la formation qu'ils proposent, de ce qui se passe sur le campus, dans la vie associative, des débouchés après, où est placée la question écologique dans leur école et à quel point, si on rejoint leur école, si on est un étudiant qui veut choisir une école, on sait qu'on va pouvoir être formé et contribuer à la transition écologique au sein des écoles. Voilà, en France, aujourd'hui, il y a 35 écoles qui nous ont répondu. Alors, tous ces différents éléments que je peux vous apporter, c'est bien sûr qu'un début. Voilà, là, il y a des acteurs qui se mobilisent. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on est surtout beaucoup au niveau de l'information. On en parle davantage dans les écoles. On commence à nous former. Ça va prendre plus de temps pour que les cours existants évoluent. Mais on voit bien qu'il y a une volonté d'aller plus vite. Et nous, les étudiants, c'est quelque chose qu'on porte très fort, qu'on va essayer de pousser. Et j'espère qu'en Belgique, ça va aller dans ce sens-là aussi rapidement. Je ne sais pas où vous en êtes, mais j'espère que ça va s'accélérer également. Voilà, pour conclure, je peux vous dire que j'essaie d'être le plus franc possible aujourd'hui avec vous sur les attentes que nous portons vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Je crois que comme toutes les organisations, comme toutes les entreprises, les universités doivent elles aussi se réinventer et placer les considérations écologiques au cœur de leurs préoccupations. Vous avez une grosse responsabilité, c'est celle de former la jeunesse, qui sont aussi les décideurs de demain. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'écouter notre message. Il faut que vous nous donniez les outils dont nous avons besoin pour construire une société résiliente et sobre à laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer. À mon sens, c'est une responsabilité morale que vous portez envers la société et les générations futures, mais c'est aussi un choix stratégique que vous avez à engager pour avoir des étudiants motivés et désireux d'apprendre. Je vous remercie de votre attention.